Alors nous sommes réunis comme d'habitude. C'est l'association Les Amis de Michel Crépeau qui a été fondée il y a quelque temps déjà, comme vous le savez, qui organise cette manifestation du souvenir, donc avec un dépôt de gerbe, une minute de silence et en général un temps de parole. Alors le temps de parole, je ne peux préparer de discours cette année car nous étions avec Olivier et d'autres personnes à Paris pour l'inauguration de la salle Michel Crépeau à l'Assemblée nationale et le 4e personnage de l'État a fait un tel discours sur Michel que je me plais à vous le lire à tous, car je n'aurais pas pu faire mieux, je vous assure. Alors, mesdames, messieurs, c'est donc le président de l'Assemblée nationale qui parle. C'est avec plaisir, bien sûr, mais aussi avec émotion, que je vous accueille aujourd'hui en ce 5e bureau qui va devenir officiellement, dans quelques minutes, la salle Michel Crépeau. Émotion, et je dis, parce que nous ne pouvons nous souvenir sans une certaine intensité d'un homme aussi passionnément animé de la foi républicaine que l'était Michel Crépeau. Émotion aussi parce que j'ai le sentiment de rendre enfin justice au grand parlementaire, au député d'exception qu'il a été, à celui qui fut tout à la fois et d'un seul tenant, radical, citoyen et vert, pour reprendre le nom du groupe parlementaire qu'il présida durant son dernier mandat. À cet égard, faire coexister sans anicroche des radicaux de gauche, des écologistes pétris de culture libertaire et des chevènementistes constituait en soi un exploit. Et faire entendre leur voix, presque comme au sein de la majorité de l'époque et jusqu'en notre conférence des présidents, témoignait à tout le moins d'un extraordinaire sens de la synthèse qu'autorisait tout à la fois son humour et son brio. Michel Crépeau, c'était d'abord une voix. Celles et ceux qui l'ont entendue, ne serait-ce qu'une fois, la conservent gravée dans leur mémoire. Cette voix profonde et étrangement railleuse, grave sans être pesante, goguenarde sans être traînante. Une voix qui disait la conviction, la passion, le goût du débat démocratique et l'amour du bien public. Une vive voix d'humaniste, heureux et d'orateur né, capable de tenir en haleine l'Assemblée tout entière, sans la moindre note. Un jour que la majorité de gauche avait besoin de temps pour garnir ses bancs avant le vote d'un amendement à la loi de finances, Michel Crépeau fut requis pour meubler dans cette situation, hélas courante. Beaucoup de députés se trouvent quelque peu dans l'embarras. Lui, pas du tout. Le débat ayant un vague rapport avec la mer, le député de la Charente-Maritime improvisa un brillant exposé sur la relation complexe entre la France et l'élément marin, entre ce pays terrien dont il connaissait les racines paysannes et l'immensité océanique où se joue l'avenir de notre planète. La navigation, la plaisance, l'océanographie, la pêche, tout y passa dans un souffle. Et l'hémicycle agité d'une trombe marine applaudit l'orateur dont la voix inimitable déplorait à la fin que les Français ne mangent pas assez de poissons. L'amendement fut voté sans même que l'opposition ne songe à protester.
charmée qu'elle était par cette voix qui portait au Palais Bourbon, avec le vent marin, le sel de cette éloquence charnelle qui avait fait les grandes heures de la République. Ce fut cette même voix singulière qui s'éleva un certain 23 mars 1999 durant les questions au gouvernement pour défendre l'épargne populaire. Un président de groupe qui interpellait le ministre des Finances de sa propre majorité pour lui reprocher de s'en remettre à un comité de technocrates. L'événement était déjà considérable en soi et l'hémicycle s'électrisait. Je ne pense pas être un démagogue, pensa d'emblée Michel Crépeau, soulevant une tempête d'exclamations à droite. L'opposition était tombée dans son piège et immédiatement il lui cloua le bec. Les radicaux ont su faire preuve du sens de l'État. Le général de Gaulle l'avait dit à M. Chaban-Delmas et à M. Debré, rappela-t-il. Puis se tournant vers la gauche, il l'a ramené à ses devoirs envers les petits épargnants. Pris de vertige, disait-il en considérant ce que François Mitterrand appelait la kermesse de l'argent fou. Si la rémunération de l'épargne populaire devait stagner, alors il fallait des contreparties. Je veux souligner que les dernières paroles de Michel Crépeau, à 68 ans, furent pour suggérer de doubler le montant du capital que l'on peut verser sur le livret jeune, pour aider les jeunes qui veulent s'établir dans la vie. Michel Crépeau, ce jour-là, posa sa question, toute sa question, qui fut largement applaudie. Mais à peine le ministre des Finances, Dominique Strauss-Kahn, commença-t-il de répondre que le président Crépeau chancela. Sa fougue, son allié de toujours, l'avait cette fois entraîné trop loin et se fut victime de son feu oratoire qu'il tomba en pleine séance, en plein triomphe, plus parlementaire que jamais. De multiples contretemps, liés en particulier au contexte sanitaire, nous ont empêchés de tenir cette cérémonie d'hommage à une date symbolique, à l'anniversaire de sa naissance ou de son décès, par exemple, et croyez bien que je le regrette. Pourtant, les hasards du calendrier commémoratif font bien les choses, puisque nous nous rassemblons ici en pleine année Molière, pour saluer celui en qui tous les observateurs avisés de la politique ont vu le Molière du parlementarisme français, et pas seulement pour ses adieux à la scène d'ailleurs. Comme Molière, Michel Crépeau combattait le dogmatisme, l'intolérance et l'hypocrisie. Comme Molière, il avait pour arme les mots, l'esprit, le talent. Comme Molière, enfin, il savait désarmer l'adversaire en suscitant le rire. Ce grand rire qui a fait tomber tant de faux dévots et qui l'ancrait dans cette longue lignée d'humanistes libérateurs. Rabelais, Molière, Voltaire s'exprimaient par sa bouche quand il ironisait sur les travers de son temps, lui en qui Robert Badinter a bien vu qu'il incarnait à sa façon joyeuse l'idéal républicain. Comme Molière enfin, Michel Crépeau avait le sens de l'intrigue et l'esprit malicieux. Et je ne résisterai pas au plaisir de citer la manière dont il organisa en 1992, durant le sommet franco-allemand qui se tenait dans sa ville, la pose de la première pierre de l'université de La Rochelle, par Helmut Kohl et François Mitterrand. Cette université n'existait même pas sur le papier. Toute la technocratie du ministère concerné en refusait l'idée. Mais du moment que la première pierre en fut scellée par d'aussi hauts personnages, les Diafoirus et M. Dimanche de la technostructure se trouvèrent bien obligés de donner ensuite une suite et l'université sortit de terre. Chapeau l'artiste. Mais ne nous y trompons pas, le rire de Michel Crépeau était ainsi pudeur et profondeur, une manière bien à lui d'appuyer là où il discernait un problème à résoudre. Et toute son existence fut ainsi vouée à faire avancer la France et la République. Ce n'était pas seulement un grand homme Rochelet, et je crois qu'il est connu au niveau de la France, et que ce symbole d'une salle à l'Assemblée nationale que nous avons obtenu sur les suggestions, comme l'a dit le président, il l'a écrit, d'Olivier Falorni et de Colette Chéniaud, eh bien cette salle, il l'a méritée, parce qu'il est tombé, c'est vrai, en plein effort, mais quel parlementaire brillant il fut. Alors lui que tous croyaient, Rochelet était né à Fontenay-le-Comte, ville aimée de Rabelais, à laquelle François Ier donna pour devise prémonitoire « Fontaine et source jaillissante des beaux esprits ». Nous sommes dans cette Vendée bleue de Clémenceau où le républicanisme est un sport de combat.
Fils d'instituteur laïque, Michel Crépeau est radical dès le berceau et le demeure à 25 ans lorsqu'il devient avocat à la fin de l'expérience mendésiste. Avec Clémenceau, il sait que la démocratie se doit d'être une création continue. Avec Mendès, il devine que le radicalisme doit se réinventer pour poursuivre son combat au XXe siècle. Conseiller général en 67, maire de La Rochelle en 71 et pendant 28 ans, député dès 73, il sera un radical innovant, pionnier de l'écologie municipale, en même temps qu'un Européen convaincu. Chez Michel Crépeau, l'élu local s'adresse à la nation française et au continent européen tout entier pour leur dire « c'est possible ». Allons-y. Là, c'est le message. Il faut y aller, oui, c'est possible. Pas du tout idéologue, mais expérimentateur pratique et pragmatique, il tente, il essaie, il démontre par l'exemple. La voiture électrique, c'est possible, ça marche, voyez à La Rochelle. Les secteurs piétonniers, les vélos jaunes en libre service, le tri sélectif, la préservation du littoral, c'était possible. La Rochelle l'a prouvé avec 30 ans d'avance sur nos plus grandes métropoles. Et je dois dire que s'il fallait un jour chercher à justifier le cumul des mandats, ce serait l'expérience novatrice de Michel Crépeau qui viendrait immédiatement à l'esprit. En 81, ce maire inventif se présentait d'ailleurs à l'élection présidentielle, sachant bien qu'il n'avait aucune chance d'être élu, mais convaincu que les radicaux de gauche et leur vision ouverte du monde ne pouvaient être absents de ce grand rendez-vous démocratique. Près de 700 000 citoyennes et citoyens l'encouragent de leur suffrage au premier tour. Autant de voix précieuses au second, lorsque François Mitterrand l'emporte avec le soutien déclaré du maire de La Rochelle. Ah, j'ai du mal. Je vieillis vraiment. Réélu député, Michel Crépeau quitte bientôt son siège pour entrer au gouvernement. Ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Pierre Mauroy, il vote la Charte mondiale de la nature à l'Assemblée générale de l'ONU en 82. Puis il devient en 83 ministre du Commerce et de l'Artisanat, un portefeuille étendu au tourisme dans le gouvernement de Laurent Fabius en 1984. L'homme des francopholies est aussi le père de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, le concepteur de nos chambres régionales des métiers de l'artisanat, ainsi qu'un rénovateur de l'apprentissage que ce champion de l'égalité républicaine ouvre au niveau de formation supérieure. En février 86, c'est la consécration. À l'issue des conseils des ministres, François Mitterrand lui demande de rester. Je croyais que j'allais me faire engueuler, confiera Michel Crépeau avec toute la modestie de sa gouaille. Robert Badinter étant nommé président du Conseil constitutionnel, c'est l'avocat de La Rochelle, c'est à l'avocat de La Rochelle qu'est confié le poste prestigieux de garde des Sceaux. On ne remplace pas Robert Badinter, on lui succède, témoignera Michel, qui aura cette analyse très personnelle de son passage place Vendôme après l'alternance de 86. J'ai été avocat pendant 28 ans et garde des Sceaux pendant 28 jours. Si je suis le seul ministre de la Justice à ne pas avoir commis d'erreur, c'est parce que je n'en ai pas eu le temps. Redevenu député en 86, Michel Crépeau le restera jusqu'au bout, assumant à partir de 97 les responsabilités de président de groupe. Depuis son départ, disons-le, sa voix nous manque. Son esprit narquois nous ferait du bien. Sa vision d'une Europe démocratique et respectueuse de l'environnement nous guiderait utilement dans les grands chantiers qui sont ceux du législateur contemporain et qu'il avait pressenti. Michel Crépeau n'est plus, il repose sous un laurier au petit cimetière de Saint-Maurice à La Rochelle, où vous vous êtes recueillie, madame, le jour où mon prédécesseur Laurent Fabius prononçait l'éloge funèbre de votre mari dans cet hémicycle que vous ne vouliez plus revoir, puisqu'il vous avait enlevé votre époux. Votre présence aujourd'hui honore l'Assemblée. En acceptant d'être aujourd'hui parmi nous, vous donnez tout son sens à cette belle phrase de Michel Crépeau qui a été gravée sur sa tombe. J'accepte de mourir en tant qu'individu dès lors qu'il me sera permis d'éprouver un jour, au jour de ma mort, le sentiment d'avoir accompli ma part d'humanité. C'est à travers elle que je survivrai. Oui, Michel Crépeau a pleinement accompli sa part d'humanité, et peut-être même un peu plus. Oui, il a largement mérité de survivre ici. Oui, notre ancien collègue est entré dans les annales de l'histoire parlementaire française, et à ce titre, a pour toujours droit de citer dans ses murs,
au Palais Bourbon, où son nom a si longtemps circulé dans l'hémicycle et dans les couloirs, il était juste que l'Assemblée nationale lui rende hommage en le fixant enfin sur une plaque. Dans cette salle où figure maintenant son portrait, les députés ne se réuniront plus dans l'anonymat du 5e bureau, ils travailleront et parleront sous les auspices d'un maître orateur nommé Michel Crépeau, d'un magicien de la politique à qui je suis heureux de dédier ce lieu. Pour le dévoilement de la plaque sur la porte d'entrée, je vous prie de me suivre et je vous remercie de votre présence en ce jour où Michel Crépeau va entrer définitivement dans la pierre du Palais Bourbon. Alors moi, je vous remercie beaucoup d'être aujourd'hui ici pour l'accompagner. Je pense que vous mesurez l'importance qu'il a eu, donc, comme je le disais, pour La Rochelle et le plan national. Et les amis de Michel Crépeau n'ont pas des ambitions énormes. Ils veulent se souvenir de Michel, développer sa mémoire. Et donc, ils ont commencé par des petites actions, mais qui sont très significatives. Et je crois que Olivier peut être remercié car il a bien suivi le dossier de Michel pour que cette salle s'appelle Michel Crépeau à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, merci à tous d'être ici avec nous. Nous allons donc maintenant de voir donc les présents et qu'elle s'est déplacée de l'île d'Oléron pour venir être avec nous. La mémoire, c'est important. Ensuite, beaucoup les fleurs bleues. Et il mérite bien cette fleur. Malgré qu'ils sont plein air et tout. Oh, c'était beau, hein. Donc vous ne saurez pas par cœur, mais j'étais pas. Il est long, hein.